Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver, de vous accueillir sur les antennes de TV5 Monde, sur les antennes de Radio France Internationale, émission internationale réalisée en collaboration avec le quotidien français Le Monde. Aujourd'hui, l'invité de cette émission, Philippe Douste-Blazy, merci d'avoir accepté notre invitation. On pourrait vous présenter de multiples façons. Vous êtes ancien ministre français des Affaires étrangères, vous avez été ministre de la Santé et vous êtes aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous vous avons lancé cette invitation, vous êtes secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des financements innovants et président d'United. Alors aujourd'hui précisément, 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. Avec Paul Ben Ki-moon, donc du journal Le Monde, avec Bruno Darou de RFI, nous avons de multiples questions à vous poser. Peut-être tout d'abord celle-ci, journée mondiale de lutte contre le sida, lorsqu'on lit dans la presse occidentale l'actualité aujourd'hui, pratiquement pas un mot sur cette maladie, sur cette pandémie. Alors est-ce que c'est de l'indifférence, de l'optimisme, ou est-ce que tout simplement le sida c'est plus le sujet aujourd'hui ? Je crois malheureusement que c'est de l'égoïsme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, le sida est devenu une maladie chronique. L'espérance de vie de quelqu'un qui a le sida est à peu près égale, un peu moins, mais enfin à peu près égale à l'espérance classique de quelqu'un. C'est-à-dire qu'on vit, on survit avec le sida. On survit aujourd'hui grâce au traitement, à la prévention, dans les pays occidentaux, et la trithérapie. Mais on oublie que sur 100 personnes qui ont le sida, 40 sont soignées et 60 ne le sont pas. On oublie que le sida est une maladie de la pauvreté. On oublie qu'aujourd'hui, il y a pratiquement 1,5 milliard d'êtres humains qui gagnent moins de 1,25 $ par jour. Que l'extrême pauvreté est là, que les objectifs du millénaire ne seront pas au rendez-vous de 2015, comme on l'avait dit. Et donc, je suis très très frappé par le fait qu'aujourd'hui, dans les journaux, en particulier français, il n'y a pas un mot sur ces sujets. Peut-être, en effet, Le Monde, je le reconnais, a fait des papiers sur notre dernier voyage au Cameroun, où une journaliste s'est, pendant quelques jours, immergée là-dedans. Mais en dehors de ce journal, je n'ai rien vu aujourd'hui. Et c'est dommage, parce que c'est un sujet majeur. Vous vous rendez compte ? 60% des gens qui ne sont pas soignés, ce que ça veut dire un nombre de dizaines de milliards dans 20 ans ou 30 ans ? On peut rappeler d'ailleurs les chiffres, au moins 20 millions de morts depuis l'apparition de la pandémie, il y a une trentaine d'années, et chaque année on estime que 1 700 000 personnes meurent dans le monde de cette maladie. Bruno Darou. Alors, évidemment, on va revenir sur la situation dans les pays du Sud, mais quand même, un mot de la France, tout d'abord. Effectivement, maladie chronique aujourd'hui, mais il y a encore environ 6 000 personnes quand même qui sont contaminées chaque année. C'est un chiffre qui reste stable depuis 2007. Alors, environ 40%, il s'agit de personnes homosexuelles, 40% de personnes nées à l'étranger par rapport hétérosexuels. Est-ce que quand même, ce chiffre vous inquiète ? C'est un chiffre qui est inquiétant chez les adolescents, essentiellement, parce qu'on s'aperçoit que le nombre d'adolescents qui s'infectent, par contre, augmente. D'abord parce que le préservatif n'est pas toujours employé, et parce que, en même temps, un des grands problèmes du sida dans le monde, mais aussi en France, c'est le dépistage. Pour se soigner, il faut d'abord savoir que l'on a le sida. Et là, je voudrais donner un satisfecit à la ministre de la Santé. Vous savez que je ne partage pas obligatoirement, oui, Marisol Touraine, je ne partage pas obligatoirement ses idées au niveau politique national. Je dis qu'elle a fait très très bien avec l'autotest. C'est-à-dire que quelqu'un puisse regarder, je ne connais pas très bien la sensibilité et la spécificité, mais je crois que c'est quand même quelque chose de très sérieux, que quelqu'un puisse regarder en prenant tout simplement ou la salive ou le sang, très facilement savoir lui-même s'il est porteur. Et c'est évidemment fondamental. Paul ? Oui, la question Paul Ben Ki-moon, donc Le Monde. La question que posait Philippe Dessin renvoie finalement à une interrogation. Est-ce que le sida ne serait pas victime des succès de la lutte contre lui ? Puisqu'en gros, l'an dernier, il y avait une conférence internationale, comme il y en a tous les 2 ans à Washington, et le ton était assez, voire très optimiste, selon les intervenants. Mais en gros, c'était de dire, aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de moyens que par rapport au passé, financières,
en termes d'outils de traitement, d'outils de dépistage, et que finalement, pour reprendre une formule d'un des grands leaders américains de la lutte contre le sida, Anthony Fauci, qui dit c'est au moment où on approche du but que les gens commencent à regarder de l'autre côté. Autrement dit, est-ce que ce n'est pas précisément au moment où il faut finir le travail que les efforts doivent être non pas stabilisés, stagnés, mais au contraire être renforcés? Alors c'est vrai que la conférence internationale, la dernière conférence internationale disait, voilà, on a tout, on a les outils, on a la prévention et le traitement, on n'a pas le vaccin. On a beaucoup avancé, on n'a pas le vaccin, mais on peut aujourd'hui rendre cette maladie chronique. En fait, le paradoxe, c'est le paradoxe de ce que nous vivons aujourd'hui dans les pays occidentaux. C'est que nous ne parlons pas des gens du Sud. On fait comme si ça n'existait pas. Donc c'est pareil, c'est-à-dire qu'on assiste aujourd'hui, dans la mondialisation dans laquelle nous sommes, qui est uniquement la mondialisation de la capitalisation financière, eh bien aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de différences entre les riches et les pauvres, entre les pays riches et les pays pauvres, mais aussi au sein d'un même pays, entre les riches et les pauvres. Et ça, c'est le sujet du sida. Le sujet du sida, c'est le sujet de la pauvreté. Jusqu'à quand on va laisser 2 milliards de gens sans rien? Sur les médicaments, par exemple. Prenez un exemple. Si vous avez quelqu'un, nous avons quelqu'un dans notre famille qui a le sida, nous avons aujourd'hui des médicaments incroyablement efficaces, mais aussi très très chers, parce que très efficaces. Les compagnies pharmaceutiques qui ont fait ces recherches, qui ont des brevets, oui, ont donc des brevets. Donc si maintenant nous avons besoin, avec la même maladie, le sida, mais nous habitons Bamako ou Addis Abeba, il va falloir attendre 20 ans pour avoir le même médicament, parce que les brevets vont tomber dans le public. Vont tomber dans le public, ouais. Et donc ces brevets sont protégés juridiquement. Non mais, excusez-moi, juste d'insister un peu, je sais que je suis long. Pas du tout, mais c'est le sujet de l'émission. Mais c'est un sujet qui est extrêmement important. On s'est habitué au fait que les bons médicaments sont réservés aux milliards de gens qui habitent dans les pays. Alors pourquoi les laboratoires, enfin il faut le dire, c'est un peu une évidence, mais il faut peut-être le rappeler, les laboratoires n'investissent pas vraiment les pays du Sud parce que tout simplement ce ne sont pas des marchés assez rentables pour eux. Oui, mais justement ça serait trop facile de dire que c'est l'erreur des laboratoires parce que c'est exactement comme n'importe quelle entreprise. Personne ne donne, en fait, dans une entreprise privée, on ne donne pas aux gens qui ne peuvent pas payer. Donc, c'est le politique, c'est nous les responsables de tout ça. Nous, les hommes politiques, nous, les gens aux Nations Unies, nous, les ministres des Affaires étrangères, les chefs d'État, qui ont trouvé tout à fait normal qu'on laisse crever tous ces types-là. Donc, c'est ce que nous faisons actuellement, c'est-à-dire ce qu'on appelle la communauté de brevets. Nous avons travaillé sur ce qu'aux États-Unis on appelle patent pool, ou communauté de brevets en français. C'est-à-dire qu'on demande aux laboratoires pharmaceutiques, tout en gardant leurs brevets, de permettre par licence, pour le sida, par licence, de donner pour les pays pauvres, et uniquement pour les pays pauvres, leurs brevets, leurs nouveaux médicaments, à des génériqueurs, qui, pour 98% de moins cher, vont permettre à ceux qui n'ont rien, aux plus pauvres, d'avoir les mêmes médicaments au même moment. Eh bien, UNITAID y est arrivé, c'est la première fois de l'histoire de l'humanité où les pauvres et les riches auront en même temps ces médicaments. Alors, on est au début, évidemment, mais c'est le début d'un grand mouvement mondial. Alors, vous dites juste, on est au début de ce processus. Oui. Combien de personnes ça touche? Est-ce qu'on est vraiment au tout début? Parce qu'évidemment... Alors, vraiment, on est au tout début. Le premier accord de licence date de juillet 2010 avec un laboratoire qui s'appelle Gilead, qui est le plus grand laboratoire au monde contre le sida, qui est californien. Cette génération de jeunes chefs d'entreprise, 35-40 ans, qui viennent essentiellement de la Silicon Valley, etc., qui commencent à comprendre que le capitalisme a une limite quand même si on laisse des milliards de gens sur le bord du chemin. Et donc là, le patent pool, la communauté de brevets, maintenant nous avons Pfizer et Glaxo qui commencent à arriver, nous avons Roche. Enfin, on arrive à complètement changer l'idée, les règles du jeu défendues par le Nord contre le Sud. Après tout, qui fait la règle du jeu? Les députés du Nord. Qui fait la règle du jeu? Les industriels du Nord. Donc à un moment donné, il faut quand même qu'on commence à partager le monde. Alors je vais vous proposer, avec ce reportage de Sandrine Gomez, de voir justement au Sud quel est l'état de la situation et de la mobilisation qui s'opère. Dans cette école de Kinshasa, ces agents d'une ONG arrivent avec leur matériel. Car aujourd'hui, ces adolescents vont assister à un atelier un peu particulier, mais essentiel dans un pays où plus d'1 million de personnes vivent avec le VIH. Les maladies sexuellement transmissibles, elles sont différentes des IST qui sont
sont les infections sexuellement transmissibles. Une campagne de sensibilisation. Selon une étude, en RDC, moins de 5% des 15-24 ans seraient informés des risques de rapports non protégés. Cette maladie qui d'autrefois était vraiment une maladie honteuse, la maladie que tout le monde ne pouvait pas dire aux gens, maintenant là c'est facile aux autres d'accepter ces gens-là qui sont séropositifs. Une prévention efficace. Dans les pays les plus touchés, en 10 ans, le nombre de cas infectés a reculé chez les jeunes de 25%. Mais pour l'OMS, le tableau reste préoccupant. Dans le monde, plus de 35 millions d'individus sont porteurs du VIH. Et chaque année, plus de 2 millions sont infectés et plus d'1,5 million décèdent encore de la maladie. À l'échelle de la planète, les pays les plus touchés sont africains. Et dans le sud du continent, près d'1 personne sur 4 est contaminée. Des statistiques en baisse. En 10 ans, le nombre annuel de nouveaux cas a été réduit de moitié. L'explication, le progrès médical et surtout l'accès au traitement. Environ 10 millions de malades sont aujourd'hui soignés dans les pays pauvres. Dans ce dispensaire d'Afrique du Sud, voici la trithérapie 3 en 1. Un seul comprimé, c'est moins de risque d'oubli et surtout moins cher. Avant, un traitement nous revenait à l'équivalent d'une quinzaine d'euros par personne et par mois. Avec cette nouvelle trithérapie, c'est 7,50 € par personne et par mois. On va pouvoir mettre plus de monde sous traitement avec le même budget. Des traitements accessibles, le résultat des actions menées ces dernières années par Unitaid, une organisation mondiale créée à l'initiative de la France notamment. Grâce à un financement innovant, une taxe sur les billets d'avion, l'organisation intervient en tant que centrale d'achat et obtient des baisses conséquentes du prix des médicaments anti-VIH. Autre réussite, la création d'une communauté de brevets pour permettre aux derniers traitements d'être délivrés dans les pays les plus pauvres. Moyennant des royalties, de grands laboratoires ont déjà signé des accords de licence avec des fabricants de génériques. L'un des objectifs de l'ONU d'ici 2015, assurer un accès universel aux thérapies antirétrovirales. Une ambition qui se heurte aux problèmes de financement, mais aussi à ces malades qui s'ignorent, faute de dépistage. Revenons à Unitaid, si vous voulez bien, Philippe Douste-Blazy. C'est quoi? En 6 ans, c'est 1,7 milliard mobilisés à peu près, c'est autour de cela. 17 pays qui contribuent avec cette taxe sur les billets d'avion. Ce modèle économique fonctionne, on pourrait se dire, pourquoi pas tous les pays. On sait que les États-Unis sont réticents, sont réservés. Est-ce que d'autres pays vont réunir ce financement ? Alors, en gros, c'est très simple ce qui se passe. Il y a un effet ciseau. Les besoins explosent parce que le nombre de grands pauvres augmente chaque année à cause de la démographie. Et deuxièmement, les recettes diminuent parce que toutes les recettes pour ces pays les plus pauvres viennent des pays dits occidentaux, c'est-à-dire, on ne peut pas demander ce soir aux députés grecs, espagnols, italiens, français ou américains de donner encore plus. L'argent public est rare. Oui. L'argent public est rare. D'abord, on commence à avoir aussi beaucoup de pauvres chez nous. Les Anglais ont, par exemple, doublé leur contribution au Fonds mondial contre le sida. Donc, la crise existe. La France maintient son enveloppe. Mais alors, Paul Ben Ki-moon a tout à fait raison, sauf un homme qui s'appelle M. Cameron, qui lui a décidé, Grande-Bretagne. Oui, Premier ministre de Grande-Bretagne, qui a décidé lui de faire 94 milliards de livres sterling d'économie, sauf dans le domaine de la politique de l'aide publique au développement. Enfin, en dehors, aujourd'hui, l'UNICEF baisse de 5%. L'aide publique au développement a baissé de 4% en 2012, 4% en 2013. Bon, donc on a vraiment des soucis majeurs avec ça. Donc, où trouver l'argent ? L'idée, c'est de trouver ces fameux financements innovants, ce dont je suis en charge aux Nations Unies, c'est de dire il y a quand même des activités économiques qui ont beaucoup profité. Il n'y a pas que le transport aérien. Voilà, qui ont beaucoup profité de la mondialisation quand même. Il y a des transactions financières, il y a l'avion, en effet, le tourisme, il y a le mobile, il y a quand même plus de téléphones mobiles que d'êtres humains aujourd'hui. C'est vrai. Il y a aussi tout ce qui est dans Internet. Je vous signale quand même que Google paie 2% d'impôts, alors que les autres boîtes comme Renault, Ford, etc. paient entre 20 et 30%. Bon. Donc je veux dire par là qu'il faut quand même réfléchir un peu maintenant au monde que nous voulons. Parce que ce n'est pas uniquement de l'humanitaire, cette histoire. C'est de la vraie politique internationale. La vraie bombe atomique, je ne pense pas qu'elle soit en Iran ou qu'elle soit aujourd'hui en Corée du Nord. La vraie bombe atomique, c'est la fin. C'est Lula qui le disait, il avait raison, parce qu'on ne peut pas laisser. Parce qu'avec le smartphone maintenant, je veux dire, la différence de vie
la manière dont vivent ces femmes dont les enfants meurent. Un enfant meurt toutes les 40 secondes de paludisme. Bon. Jusqu'à maintenant, elle croyait que tout le monde, toutes les femmes du monde étaient comme ça. Là, elles savent maintenant que ce n'est pas le cas. Elles vont s'apercevoir. Vous vous rendez compte ce que c'est comme humiliation? Et si vous ajoutez que la plupart de ces cas de sida, de paludisme, sont en Afrique subsaharienne, et si vous ajoutez que Al-Qaïda a bien compris où il fallait aller dans le monde, c'est-à-dire l'Afrique subsaharienne, et vous vous rendez compte que ces gens-là vont être humiliés à mort, je dis, attention, ne soyons pas à 10 ans ou à 5 ans dans notre prochaine élection présidentielle, il faut quand même regarder un peu plus largement les choses. C'est la première remarque. La deuxième, c'est où trouver l'argent. Je vous dis ici une idée que nous avons, qui va peut-être être annoncée officiellement. Vous êtes bien prudent, en nous l'annonçant. Oui, quand je faisais beaucoup de politique en France, j'annonçais les choses avant de les faire. Bon. Et souvent, on me le reprochait. Voilà. Mais là, maintenant, je préfère au moins la bande-annonce. C'est ça, faire la bande-annonce en disant peut-être que... Non, voilà, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique, qui est un pays qui est malheureusement très pauvre, va devenir le continent riche du monde, avec la jeunesse du monde, ça on le sait déjà, et la croissance du monde. Mais une des raisons pour laquelle il va y avoir cela, c'est que pour l'instant, il s'intéresse à 10%, enfin nous, les Occidentaux, nous intéressons à 10% des ressources extractives. Mais en fait, tous les jours, tous les mois, il y a des mines, du gaz ou du pétrole qui sont découverts dans ce continent. Eh bien, je pense qu'il est important que les chefs d'État africains prennent la décision de donner une contribution de solidarité sur les ressources extractives. Donc un pourcentage de tout ce qui est extrait. Oui, parce que ça appartient à tous les citoyens du monde, et en particulier aux citoyens africains. Donc il me paraît normal que les citoyens africains très pauvres puissent bénéficier en termes de santé, d'éducation, de nutrition. Bon, c'est plus qu'une idée, ça. Vous avez une piste? Oui, j'ai une piste avec 4 chefs d'État. On ne saura pas lesquels aujourd'hui? Non, mais est-ce que j'en parlerai au mois de juin, je pense. Et vous dites, les chefs d'État africains, il y a évidemment les compagnies internationales qui tirent beaucoup d'argent aussi de l'exploitation de ces matières premières qui vont participer. Comment ça va se passer? C'est sur l'argent qui est versé au gouvernement, par ces compagnies, au gouvernement africain, c'est ça? Alors j'ai bien compris depuis longtemps que je ne pourrais jamais rien tirer de ces compagnies, surtout d'autant plus que je suis retiré de la vie politique. Dont certaines sont françaises d'ailleurs. Oui, je n'y arriverai pas. Bon, qu'elles soient nationales, comme l'Arabie Saoudite, ou qu'elles soient privées, comme celles que vous connaissez, je n'y arriverai pas. Vous êtes résigné? Oui, enfin, résigné, je ne serai jamais résigné. Vous savez qu'il y aura un côté. Oui, par contre, sur la partie qui revient aux États, je pense qu'il est tout à fait nécessaire que ces chefs d'État africains, qui souvent ont été mal vus par le passé, parce qu'il y a pour leur gouvernance, la corruption, etc. Enfin, il y a énormément de dossiers. Voilà. Je dis que là, il y a une occasion unique pour eux, de montrer, je ne demande pas des sommes faramineuses, je demande juste l'épaisseur du trait. Comme excusez-moi, dans certains pays, je pense, on ne va pas citer de nom, mais enfin dans certains pays, il y a un différend entre les gouvernements africains et certaines compagnies, c'est-à-dire que les gouvernements africains trouvent que les compagnies ne leur reversent pas suffisamment d'argent. Non, bien sûr. Donc, à partir du moment où ils estiment que ce montant est déjà très faible, vous pensez vraiment qu'ils vont accorder une taxe sur un montant? Absolument. Donc moi, je suis persuadé. Permettez-moi de vous interrompre. Il s'est passé quand même quelque chose avec les compagnies pharmaceutiques qui, dans un premier temps, avaient une politique assez ferme, puisqu'elles avaient même engagé un procès contre l'Afrique du Sud sur les questions de brevets. Est-ce que vous ne croyez pas que même ces compagnies vis-à-vis desquelles vous n'avez apparemment pas d'attente ne seraient pas aussi sensibles à l'image d'elles, du moment qu'on précise, ils refusent de donner, ils ont tant de profits, ils refusent de donner un pourcentage. Vous avez tout à fait raison. On le fera dans un deuxième temps. Ce que je sais, c'est que les problèmes d'image, pour avoir fait beaucoup de politique, sont très importants pour les hommes politiques, beaucoup plus que pour les compagnies privées. Donc je peux vous assurer que, en termes d'image, je redis ici, si des chefs d'État ou des collaborateurs de chefs d'État nous regardent, je pense que s'ils font partie d'une coalition qui permet à United de multiplier par 2 ou par 3 ses ressources pour aider à lutter contre la pauvreté et en particulier contre le sida, la tuberculose et le paludisme, eh bien, je pense qu'on peut vraiment changer les choses en Afrique. Donc vous nous dites que United se financer avec ses billets d'avion, on peut aller vers un autre modèle économique qui est cette extraction. On peut l'annoncer dans les mois qui viennent. Vous pouvez annoncer le nom des pays. Je le pense. Et d'autre part, je pense aussi qu'on peut aller vers la taxe transaction financière. Ce gouvernement a multiplié par 2
la taxe transaction financière décidée par Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, je m'attendais à ce que 100% viennent pour le développement. Ça avait été fait pour ça. Tous les activistes avaient obtenu ça pour ça. Malheureusement, il n'y en a que 15%. Mais c'est déjà historique. Le président Hollande a décidé que 15% irait au développement. Voilà, nous vous retrouvons dans 2 minutes, le temps de faire le point de l'actualité. Retour à International, vous êtes sur les antennes de TV5 Monde de RFI en partenariat avec le quotidien français Le Monde et nous recevons aujourd'hui le président d'United, Philippe Douste-Blazy. Peut-être deux éléments à retenir de ce flash d'information. On vient tout d'abord de voir la situation en République centrafricaine avec le spectre, le risque de conflit, d'une forme de guerre civile. Est-ce qu'au fond, l'Afrique n'est pas d'abord malade de cela, c'est-à-dire de son instabilité politique, des problèmes de gouvernance, ce qui serait un terreau favorable à la diffusion des pandémies? C'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus la pauvreté s'installe, plus l'ignorance existe, moins les écoles fonctionnent, plus les gens sont malades, et donc plus aujourd'hui n'importe quel dictateur peut faire sa loi. Donc nous devons à un moment... Moi je crois à 2 choses. Je ne crois pas à l'assistanat économique. Moi, je suis contre l'assistanat économique. Je pense qu'il vaut mieux en effet apprendre quelqu'un à pêcher que lui donner un poisson. De poisson. Très bien. Mais ensuite, je crois beaucoup à l'assistanat sur le plan de ce que l'on appelle les biens publics mondiaux. La nourriture, l'eau potable, la santé, les médicaments, les tests diagnostiques, etc. Et, bien évidemment, l'école et l'assainissement, les toilettes. Bon. Donc, si on ne donne pas ça massivement, vous n'aurez jamais de gens qui iront à l'école et vous n'aurez jamais... Donc je crois beaucoup au multilatéral, des choses comme United, le Fonds mondial, parce qu'on n'a pas quand même parlé du Fonds mondial, il faut pas... Moi, nous à United, on est un tout petit laboratoire. Le Fonds mondial, c'est une énorme opération qui fonctionne très très bien et avec laquelle nous travaillons beaucoup. Voilà, c'est-à-dire le Fonds mondial est en train de prouver que lorsque tous les pays du monde mettent suffisamment d'argent quelque part, il commence à y avoir des résultats. Eh bien, on va faire pareil pour l'école, pour l'assainissement, mais l'argent doit venir de quelque part. D'où ma proposition. Bruno Laroux. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez, vous avez cité Al-Qaïda, donc vous pensez aussi qu'en fait, cet état de pauvreté qui favorise notamment les pandémies, mais peut permettre une radicalisation politique qui profite à ces organisations. Donc, c'est aussi à terme un moyen de lutter contre le terrorisme islamique. On va dire que moi, je suis absolument persuadé que l'humiliation, là c'est comme médecin que je parle, l'humiliation est le pire sentiment humain. Ça peut être personnel pour nous-mêmes en France, dans nos familles, sur le plan professionnel, sur le plan politique. Il ne faut jamais humilier quelqu'un. Or là, avec ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire le smartphone, ces gens vont comparer notre mode de vie et le leur. Ils le font déjà par le biais de ces antennes mondiales comme TV5 ou RFI. Exactement. Donc, il va y avoir très vite des gens, on l'a connu ça au XXe siècle avec Hitler, au nom de la politique, le fascisme, le communisme. Là, ça sera peut-être la religion ou autre chose. Je ne veux citer aucun... Enfin, ce que nous voyons aujourd'hui, et malheureusement, RFI a été touché dans sa chair récemment, et c'est l'occasion pour moi de vraiment penser à ces familles-là. Eh bien, et surtout au travail que vous faites. Je pense, très franchement, pesant mes mots, que nos enfants ou nos petits-enfants n'ont aucune chance de rester en paix au XXIe siècle si on laisse cela dériver. Donc, il faut un grand plan, un énorme plan financier, mais aussi technique, entre la Banque mondiale, ces financements innovants dont je parlais, les ressources extractives, la taxe transaction financière, ça ne coûtera rien pour nous. Regardez pour l'avion. Il n'y a pas un Français qui sait aujourd'hui qu'il paie 1 euro chaque fois qu'il part. Pardon de rappeler le chiffre, avec 7 euros dont vous parlez, donc 1 euro, on sauve 2 enfants du paludisme. Oui, voilà. 2 ou 3 enfants du paludisme, ça dépend des pays. Parfois, c'est 0,33 centimes d'euros, le comprimé qui permet de sauver. Donc, voilà, je pense que si la solidarité mondiale n'existe pas, nous avons connu la mondialisation de l'économie. Ce sont les businessmen qui ont fait ça, les hommes d'affaires ou les femmes d'affaires. Ensuite, on a connu la mondialisation de la communication. Vous en savez quelque chose. Mais la mondialisation de la solidarité ne s'est pas faite. Pourquoi ? Et en même temps, puisqu'on l'a rappelé, les pays du Nord sont
en période de crise depuis maintenant 4 à 5 ans, cet effort de solidarité internationale, on l'a signalé, est en chute. S'effondre. D'où l'importance, j'imagine, des financements autres et innovants. C'est ça, c'est exactement ça la question. Et le problème, c'est que pourquoi la solidarité internationale est en train de baisser? Parce que la solidarité dépend des hommes politiques. Or, les hommes politiques en démocratie dépendent de leur opinion publique. Dépendent de leur opinion publique. Or, n'est pas favorable à ça. Or, l'opinion publique, elle s'intéresse à ce qui lui arrive à elle. Donc, c'est les retraites. Aujourd'hui, le grand sujet français, c'est de savoir si on va travailler jusqu'à 62, 63 ans, alors qu'il y a un enfant qui meurt toutes les 40 secondes de palu. Donc, c'est ça le grand sujet. Il y a des problèmes d'emploi aussi, et de précarisation. Il y a des problèmes d'emploi, de précarisation qui existent aussi. Mais attention, alors je termine juste. Sur le plan économique, aujourd'hui, on a une croissance atone. Si demain, les enfants étaient mieux nutris, si les enfants étaient mieux soignés, si les enfants allaient à l'école, vous aurez un produit intérieur brut au Cameroun qui passera de 3,5, 4 à 8. La différence entre 3,5, 4 et 8, c'est que là, vous commencez à créer de l'emploi, de l'économie, et nous, on vendrait des voitures et des motos à ces gens-là. Oui, je voulais revenir sur la question des brevets, notamment, puisque nous sommes bien d'accord, il y a cette démarche globale, il y a cette communauté de brevets dont United a pris l'initiative, qui permet effectivement de rassembler des molécules dont les brevets proviennent de laboratoires différents pour faire une combinaison. Mais jusqu'ici, on a vu que la chute spectaculaire des prix des traitements contre le sida, de $10 000 à $100, c'est considérable, a été aussi le résultat de pression de l'industrie des génériqueurs. Industrie publique, comme au Brésil, en Thaïlande, ou privée, comme en Inde. Est-ce qu'il faut simplement attendre la bonne volonté, un discours en direction des laboratoires en disant « ce serait bien si » ou « ce serait bon pour votre image » ou « vous savez, il y a des marchés émergents, ce serait bien d'avoir cette bonne image » ou est-ce qu'il faut garder aussi la pression? Et si je vous pose la question, si vous me permettez juste de prolonger d'une phrase, vous étiez, je crois, à la cérémonie des 25e anniversaire de l'Agence nationale de recherche sur le sida, donc l'agence française, et l'économiste Jean-Paul Moati disait en gros, on ne peut pas se contenter de la prééminence de l'expertise anglo-saxonne qui est moins sensible que les experts français. Voilà. Sur ces questions de flexibilité. Oui, alors, deux choses. Premièrement, sur les génériques, c'est très très simple. Notre politique à United est très simple. C'est que nous, on a bien compris que même si on demandait très gentiment et si on faisait des pressions, de toute façon, ça ne servirait à rien. J'entendais une fois un ministre français dire à un grand laboratoire français « Attention, si vous n'êtes pas content, ça va mal se passer », sauf que le marché français est de 8%. Donc, non, ça, je ne crois pas. Par contre, nous faisons quelque chose pour baisser les prix. C'est nous multiplions le nombre de génériques, de génériqueurs, de compagnies. Donc, lorsque il y a 10 génériqueurs qui se battent entre eux, il faut un prix plus bas. C'est le capitalisme classique. Donc, nous avons en effet beaucoup aidé l'Organisation mondiale de la santé dans la préqualification des médicaments, qui permet ensuite de multiplier. Alors, deuxièmement, sur ce que disait M. Moati, non, là où il y a un problème, c'est la chose suivante. Si vous prenez les femmes enceintes atteintes de sida, qui ont besoin de traitement, 62% de ces femmes sont traitées en Afrique anglophone. Si on prend maintenant l'Afrique francophone, ce n'est que 32%, 36%. Et alors, la raison de ce différentiel? Mais justement, là, c'est un vrai sujet qui était posé l'autre jour à l'ANRS. Je pense que nous devons être beaucoup plus présents, nous, avec nos amis africains, mais aussi francophones. C'est la raison pour laquelle United va aujourd'hui investir de plus en plus. Nous avons d'ailleurs pris comme expert une élève de Mme Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine français, qui nous a alertés à plusieurs reprises en disant « Attention, vous donnez parfois la part belle à des partenaires anglo-saxons. » Et c'est vrai qu'il faut que les partenaires francophones, le Quai d'Orsay, France Europe, France Expertise Internationale, soient beaucoup plus
prêts à présenter des programmes et ne pas laisser que les Américains et les Britanniques. Nous devons réinvestir aussi ces programmes. Vous avez tout à fait raison. Philippe de Silesi, nous parlons beaucoup de l'Afrique comme étant le continent peut-être le plus touché. Et voilà que l'on découvre, sans doute pas pour vous, qu'en Europe centrale ou en Asie centrale, il y a une terre de développement extrêmement rapide, plus 250% en une année du nombre d'infections. La maladie se déplace ? Non, c'est là où on voit que le sida ça dépasse de très très loin le problème médical. Le sida, c'est une maladie politique. Politique d'abord parce que c'est une maladie politique, parce que c'est la maladie de la pauvreté. Ça, c'est essentiellement l'Afrique et une partie de l'Asie. C'est une maladie à l'époque qui touchait le problème de la discrimination des homosexuels. Donc là, il y avait aussi une démarche politique. Et là, c'est une démarche politique parce que le président Poutine fait comme si ça n'existait pas. Alors lui, il estime qu'il n'y a pas de sida dans son pays. Ouais. Sauf que... En Iran aussi, on disait la même chose. Absolument. Sauf que et en Afrique au début. Ouais. Donc aujourd'hui, les héroïnomanes, ceux qui sont les usagers de drogue intraveineuses, sont pourchassés. Ont le sida, pour beaucoup d'entre eux à l'Est. Monsieur Kasatchkin, qui a été le directeur du Fonds mondial et qui est un homme tout à fait remarquable, aujourd'hui est en charge de l'ONU sur ces sujets. Il me dit que c'est effrayant. Donc, en fait, il faut demander à M. Poutine ce que nous avons fait, nous, en petit, quand j'étais ministre de la Santé en 1993, sous la responsabilité de Mme Veil, où on avait demandé à M. Pasqua, qui était ministre de l'Intérieur, de nous laisser faire des bus de seringues où on allait dans tous les quartiers chauds des villes françaises, où on savait qu'à un moment donné, les usagers de drogue allaient changer leur sale aiguille contre, et on demandait qu'il n'y ait pas de police. Il y a le débat très clivant en France sur les salles de shoot, par exemple. Oui, voilà, les salles de shoot. Moi, je suis non seulement médecin, quand j'étais ministre de la Santé, j'ai ouvert 5000 places de méthadone. C'était un scandale à l'époque, mais c'était absolument fondamental. Paul. Oui, sur cette question, effectivement, des sources de l'épidémie qui sont différentes en Europe orientale, en Asie également, avec les injecteurs de drogue, on a vu des pays qui ont changé de politique. La Chine, par exemple, qui était extrêmement hostile au programme qu'on appelle de réduction des risques, avec notamment des seringues propres, a changé. En Iran, Michel Kasatchkin soutenait en 2010 qu'il y avait également ces questions-là. Donc on se dit que ce n'est pas possible de laisser la situation en Russie durer parce que c'est une bombe à retardement aussi pour le reste de l'Europe. Absolument. Et d'ailleurs, en Chine, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, la femme du président, du nouveau président, a été la première personne à dire il y a du sida chez nous, on va s'en occuper. Alors évidemment, derrière, tout le monde a dit oui, on va s'en occuper. On va suivre. Et on va suivre. Donc c'est une affaire politique. Je voudrais dire un mot, toujours sur le sida, sur un sujet qui est majeur. Quand quelqu'un est soigné en Occident, dans les pays riches, on fait ce qu'on appelle la charge virale. C'est-à-dire que régulièrement, on regarde si le nombre de virus a totalement disparu. Il ne disparaît pas totalement, mais la multiplication disparaît. Et là, à un moment donné, au bout de quelques années de traitement, on voit que le traitement marche moins bien et que la personne redevient avec beaucoup de virus dans le sang. Et donc, avec ce test, on le voit, ça s'appelle le test de la charge virale, et on change de médicament. En Afrique, il n'y a que 3% des gens qui ont le sida qui ont ça. Donc, comment voulez-vous que l'on arrive... Donc, nous, à United, là aussi, nous sommes en train de mettre en place des tests de charge virale, y compris avec des tout petits appareils miniatures que nous faisons, y compris dans la brousse, dans les petits dispensaires, parce que s'il faut que les femmes marchent 8 heures sous le soleil, elles ne vont pas le faire 10 fois. Ouais. Donc voilà, donc nous sommes en train de développer ça, et là aussi de la même manière... Mais par rapport évidemment un accompagnement médical avec ça, parce qu'il ne suffit pas, il suffit pas d'avoir l'information, c'est suffisamment perturbante pour la personne concernée. Alors il faut deux choses. D'abord, baisser les prix énormément. Là aussi, il n'y avait que 2 compagnies, qui étaient Abbott et Roche jusqu'à maintenant. Et là, nous créons, grâce d'ailleurs à la NRS, et Madame, chercheur de Paris, nous arrivons à faire des nouveaux appareils. Et vous avez des nouveaux financements d'ailleurs qui viennent d'être annoncés. Et des nouveaux financements, justement, nous annonçons cela pour faire cela, en particulier au Cameroun, mais aussi au Mozambique, mais aussi avec Médecins sans frontières, avec l'UNICEF, parce que nous ne sommes pas sur le terrain. Nous finançons, vous ne verrez jamais des 4x4 ou des t-shirts ou des casquettes United. Nous finançons l'UNICEF, nous finançons la Fondation Clinton, nous finançons Médecins sans frontières, nous finançons la France Expertise Internationale.
internationale. Enfin, il y a une rivalité, une émulation entre toutes ces instances que vous citez? Non, vous savez... C'est un monde idéal où tout le monde coopère, sans souci d'image. Très franchement, UNICEF, Médecins sans frontières, Rollback Malaria, le Fonds mondial sont des gens exceptionnels. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bagarres, comme toujours, ce sont des entreprises humaines. Mais franchement, chapeau, quoi. Chapeau. Voilà, moi je ne m'approprie absolument pas leur travail. Nous les finançons et nous sommes très heureux de les financer, c'est très humblement. Il y a un slogan cette année qu'on entend, l'objectif zéro, hein, zéro infection, zéro discrimination, zéro décès. C'est pour un jour, c'est pour dans longtemps, c'est pour jamais? Non, la grande révolution récente, pour moi, on a des spécialistes ici, M. Ben Ki-moon, mais pour moi, la grande révolution, c'est que quelqu'un qui est infecté et qui est très bien soigné ne transmet pas le virus. Ça veut dire que si, de manière préventive, on arrivait à faire baisser énormément le prix... On en a la preuve absolue, ça, je veux dire, scientifiquement. Oui, ça y est. C'est une charge virale, ce qu'on appelle indétectable, je crois, ne peut pas transmettre... Voilà, enfin, ne transmet très peu. C'est réduit de plus de 95%. Voilà, de 95%. Donc, à ce moment-là, ça voudrait dire que, par rapport à ce que vous dites sur zéro infection, si nous arrivions à donner ces médicaments pendant plusieurs années à énormément de populations, ben, on s'apercevait qu'au bout d'un moment, il y aurait une toute petite infection. Toute petite... l'épidémie serait cassée. Deuxièmement, les enfants. 100% des enfants qui sont infectés soit pendant la grossesse, soit pendant l'accouchement, soit pendant l'allaitement. Or, voilà l'exemple c'est un exemple très intéressant sur le capitalisme dans lequel nous vivons. Il n'y a pas d'enfants atteints de sida en France, aux États-Unis ou ailleurs. Pourquoi? Parce que toutes les femmes sont sous trithérapie, les femmes enceintes qui ont le sida. Donc, elles ne sont pas infectées. Donc, c'est possible. Donc, c'est possible. Mais maintenant, si vous êtes un laboratoire pharmaceutique, on vous dit, mais on ne fait pas de forme pédiatrique. Ben, pas de forme pédiatrique, oui, mais je ne vais pas faire de forme pédiatrique puisqu'il n'y a pas d'enfants atteints de sida. Mais vous oubliez qu'il y en a 1000 à peu près, un peu moins de 1000 par jour qui naissent avec le sida. Et comme ce sont des gens qui ne peuvent pas payer et qu'il n'y a pas d'assurance maladie, donc là, je crois que nous avons fait, nous, à United, nous avons créé ces médicaments pédiatriques via des génériqueurs indiens. Est-ce que vous ne trouvez pas aussi que les institutions devraient être extrêmement prudentes et pédagogiques dans la formulation, puisqu'il y a parfois l'ambiguïté entre sida et infection par le VIH. C'est-à-dire qu'il faut rappeler que le sida, c'est la forme vraiment ultime de développement de la maladie, et que l'objectif finalement, ce n'est pas de dire il y aura zéro infection, parce qu'on ne vit pas dans un monde irréel, mais de dire on empêchera les personnes vivantes avec le VIH d'en arriver au stade du sida. Ça ne vous paraît pas important d'amender un petit peu le discours Pour nous, oui, mais c'est tellement compliqué déjà de parler du VIH. Juste un mot, c'est que tout le travail que nous faisons ne servira strictement à rien, mais à rien du tout, si nous ne décidons pas un jour de mettre en place des systèmes de santé publique. Et d'assurance maladie, vous voulez dire? D'abord de systèmes de santé publique, c'est-à-dire des petits hôpitaux, des petits dispensaires, des médecins et des infirmières. Vous savez qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a 11 ou 12% des maladies infectieuses qui sont en Afrique. Il n'y a que 1% des professions de santé. Donc il n'y a pas... les seules professions de santé qui vont venir faire des cours vont partir ensuite. Le but d'un médecin qui va faire sa médecine à Dakar, c'est de devenir praticien hospitalier à Rouen ou à Toulouse et d'y rester. Donc il faut bien inventer aujourd'hui un système de santé publique. C'est à nous à organiser ça. Il ne faut pas laisser malheureusement les chefs d'État africains seuls dans cette affaire. Il faut le faire. Il faut faire des systèmes de santé publique. C'est leur priorité de lutter contre cette pandémie, les chefs d'État africains? Oui, mais vous comprenez, aujourd'hui, on voit bien que tous les budgets... Nous avons dit... Pardon, je ne complète pas la question, je vous prie de m'excuser, parce qu'il y a la semaine prochaine à Paris le sommet France-Afrique, appelons-le comme ça. C'est une occasion de redire, de remobiliser, parce qu'on ne trouve pas ce thème dans l'ordre du jour. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a une partie de développement, et le président Hollande fait partie de ces présidents qui sont quand même très engagés
engagé dans cette affaire. Moi, je reconnais que sur ce qu'il a fait... Malgré vos divergences politiques, vous lui reconnaissez ça. Très franchement, je lui rends hommage sur à la fois United et sur la taxe transactions financières et sur le Fonds mondial. Sur les interventions militaires également, en RCA. Oui, ça, je crois que c'est salué par le monde entier, ne serait-ce que la prochaine résolution des Nations Unies qu'il a proposée, que la France va proposer, va être votée à l'unanimité. Non, mais je veux dire par là que c'est absolument majeur de parler d'une chose. Nous allons vous aider, Monsieur le Président de la République africain, si vous mettez 15% de votre budget dans la santé. Parce que si c'est l'engagement que les pays africains avaient pris à Abuja, en 91. C'est l'engagement d'Abuja. Alors, il monte de 1, 2, 4, 5, 8. Enfin, il y en a très peu qui sont à 15. Donc ça, je crois qu'il faut leur dire en face, il faut leur dire, attention, on va vous aider, très bien, mais il ne faut pas que vous mettiez tout votre budget dans la police et le militaire. Donc ça, il faut qu'on soit fort là-dessus, beaucoup plus fort que ce que l'on est. Ça, c'est au président Obama, au président Hollande, en particulier à le faire, car c'est les deux grands bailleurs mondiaux. Peut-être un mot, je n'oublie pas que vous avez été ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que vous pensez de l'action actuellement de la France? On parlait de l'Afrique. Elle est, lorsque vous êtes sur le terrain, elle est ressentie, elle est bien accueillie, elle est comprise? Parce qu'on sait que vous n'êtes pas dans le camp politique, à nouveau. Non, je demande de réserve d'abord. Oui, parce que je suis aux Nations Unies. Non, mais aujourd'hui, je crois que c'est de notoriété publique de voir que s'il y a des difficultés intérieures, il y a une politique internationale aujourd'hui qui est totalement respectée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une modification du monde qui va à une rapidité extraordinaire. Et si on veut lire vraiment de très près la politique internationale aujourd'hui, en particulier dans le Golfe Persique et également si nous voulons regarder en Afrique, il faut comprendre que les Américains, depuis 5 ans maintenant et demi, sont en train de devenir, à force de travailler sur les caisses de schiste, sont en train de devenir indépendants sur le plan énergétique. Et ça change tout. Parce que lorsqu'on voit ce que Barack Obama a fait en Libye, c'est-à-dire très en arrière, bon, pour des raisons, je pense, plus de prudence qu'autre chose, et j'étais complètement d'accord avec lui là-dessus. Mais par contre, en Syrie ou en Afrique aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un changement total. Mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'intérêt des États-Unis, qui est en train de redevenir la puissance numéro 1 du monde, à cause de ce sujet-là, parce que la croissance est là, parce que les PME américaines ont 7% de moins de coûts dus à l'énergie, c'est-à-dire qu'ils réindustrialisent les États-Unis, alors que c'était parti en Chine, ils relocalisent, eh bien, ces gens-là regardent vers la Chine, vers l'Indonésie, vers le Vietnam, le Cambodge et bien sûr l'Inde. Vous voulez dire donc qu'il y aurait un redémarrage de la puissance économique américaine, mais que paradoxalement, en termes diplomatiques, voire militaires, les États-Unis reviendraient vers une certaine forme d'isolationnisme? Enfin, pas d'isolationnisme, mais ils ont changé, à mon avis, leur vision. Comme ils vont avoir de moins en moins besoin du pétrole d'Arabie Saoudite, ils regardent de plus en plus vers le marché, vers lequel ils vont pouvoir vendre tout ce qu'ils peuvent construire. Et donc ils vont moins s'occuper du Proche et du Moyen-Orient. Oui, j'en suis absolument persuadé. Je pense que c'est un élément clé. Et le président Hollande a pris, je dirais, le leadership immédiat sur cela, et d'autant plus facilement qu'il l'a fait. Alors, avec l'Iran, c'est un peu différent, parce que il y a toute la partie israélienne, quand même, qui est très présente aussi aux États-Unis, mais on voit bien qu'en Iran, le président Obama a été exactement dans la droite ligne de la vision chiracienne, j'ai envie de dire, de l'époque, c'est-à-dire, on pose les choses, on fait tout pour qu'il n'y ait pas, évidemment, l'arme nucléaire, mais on fait tout aussi pour lever les sanctions. Et sur l'Afrique, parce qu'on sent bien que c'est une priorité diplomatique de ce gouvernement, de ce président, vous pensez que c'est une vision juste pour l'avenir que la France s'occupe à ce point de l'Afrique, ou est-ce qu'il y a encore dans cette relation des choses à améliorer? Alors moi, je trouve que c'est absolument fondamental. Je pense que le discours du président Hollande au Mali, plus les décisions qu'il prend au niveau de la Centrafrique, change totalement l'image de la France en Afrique. Il faut bien comprendre... C'est-à-dire, change complètement. C'est-à-dire que je pense qu'on a été, nous, engoncés. C'était vrai pour le président Mitterrand, peut-être aussi pour le président Chirac, en tout cas pour le président Sarkozy, de la peur que l'on dise
avec toutes les histoires de corruption qu'il y a eu depuis des années, ce qu'on appelle la France-Afrique, on avait peur, puisqu'on a été en plus des colons, donc on avait peur qu'on nous dise qu'on va s'occuper de ça. D'ailleurs, j'ai vu encore que les Algériens, ce matin, disaient pourquoi la France s'intéresse à Centrafrique et au Mali. Bon, mais non, on n'a aucun complexe à avoir. Les Chinois sont là, les Américains sont là, les Allemands sont de plus en plus là. Comment ? Ils ne s'occupent pas du tout de politique, les Chinois. Ils viennent faire du business. Mais ils viennent faire du business, oui. Eh bien, je pense que c'est important aussi que les Français, il n'y a aucune raison que les Français ne fassent pas du business dans un continent africain. Philippe Douste-Blazy, nous arrivons au terme de cette émission. Vous nous avez fait part du devoir de réserve que vous avez, secrétaire général adjoint de l'ONU. On vous reverra sur la scène politique. Le centre français se recompose. Il y a une place pour vous, là ? En tout cas, je suis très heureux que le centre se recompose parce que je pense que ce pays est coupé de plus en plus vers l'extrême droite et l'extrême gauche. C'est très, très, très pénible pour quelqu'un comme moi. Ben, moi, il ne faut jamais dire non, c'est ça, mais je ne sais pas. Bon, c'est trop tôt pour le dire. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation à International avec Radio France Internationale en collaboration avec le journal Le Monde. Aujourd'hui, 1er décembre, journée mondiale de mobilisation contre le sida. Merci Philippe Douste-Blazy. Merci.